Si votre grand-père bricolait, il y avait un Peugeot dans sa cave. La perceuse rouge sur sa colonne, le bloc moteur massif qu'on adaptait en scie sauteuse, en ponceuse, en tour à bois, le Polyrex qui faisait d'un seul moteur un atelier entier. Ou bien le rabot dont la semelle ne mentait jamais et dont le fer tenait l'affûtage pendant des années. Le nom était gravé dans l'acier et l'acier tenait parole. Derrière ce nom, il y avait 5 usines dans une vallée du Doubs, des milliers d'ouvriers et un savoir-faire métallurgique qui remontait à 1810. La marque avait traversé 2 guerres mondiales, traversé les chocs pétroliers, traversé un siècle et demi de concurrence. Et puis, après 176 ans de fabrication française, les ateliers se sont tus. Comment un nom qui était dans chaque cave sur chaque établi de France a-t-il simplement disparu des usines qui l'avaient forgé ? Chapitre 1. Le moulin de Soucratet. Cette histoire commence par un moulin. Pas un moulin à vent, pas un moulin à farine. Un moulin hydraulique, bâti au bord du Gland, ce ruisseau modeste qui traverse le hameau d'Hérimoncourt dans le pays de Montbéliard, tout au bout de la Franche-Comté, là où la France touche presque le Wurtemberg. Et elle commence en 1810, l'année où 2 frères décident de transformer le moulin de leur père en fonderie d'acier, un geste qui, en 2 générations, donnera naissance à l'un des empires industriels les plus complets que la France ait jamais connus. Les 2 frères s'appellent Jean-Pierre II et Jean-Frédéric Peugeot. Le premier est né en 1768, le second en 1770. Leur père, Jean-Pierre Ier, né en 1734, mort en 1814, est tisserand teinturier, formé à Mulhouse et à Bâle, aux techniques d'impression des Indiennes, maire d'Hérimoncourt, homme de commerce et de terre. Il avait édifié vers 1793 ce moulin de Soucratet pour écraser le lin et le chanvre. C'était un homme de la petite bourgeoisie protestante du pays, un luthérien dont la famille apparaissait dans les registres paroissiaux depuis le XVe siècle. Il avait le sens du durable, mais ses fils avaient le sens de l'acier. Il faut comprendre ce qui rend cette famille différente des autres dynasties industrielles françaises, parce que cette différence éclairera tout, la réussite comme la trahison. Le pays de Montbéliard n'est pas la France ordinaire. Rattaché à la République seulement en 1793, après 2 siècles d'appartenance au duché de Wurtemberg, ce territoire est un îlot luthérien dans un pays catholique. Les ducs de Wurtemberg y ont imposé la réforme dès 1524, sous l'impulsion du prince Christophe, puis de Frédéric Ier. Le temple Saint-Martin de Montbéliard, achevé en 1607, est le plus ancien édifice luthérien construit en France pour le culte protestant encore en activité. Dès 1559, une ordonnance impose l'enseignement obligatoire pour les garçons et les filles, plus de 3 siècles avant les lois de Jules Ferry. Une imprimerie protestante s'installe la même année, attirant pasteurs et imprimeurs. Cette avance éducative, cette rigueur, cette frugalité, ce travail conçu comme un devoir religieux, cette méfiance envers la spéculation et cette préférence pour la solidité du capital industriel, tout cela façonne les Peugeot comme il a façonné les Japy de Beaucourt et les Jackson. Les fils Peugeot ne sont pas des aventuriers. Ils sont des capitalistes patients. Leurs héritiers étudieront à l'école centrale de Paris à partir des années 1830. Et les générations se succèdent dans une stricte continuité familiale où l'on ne joue pas avec l'outil de travail. Parce que l'outil de travail, dans cette éthique-là, c'est presque un sacrement. C'est cette matrice luthérienne, territoriale, prudente, enracinée, qui expliquera tout ce qui suivra, y compris 1 siècle et demi plus tard, la profondeur de la trahison quand la famille renoncera à ce qu'elle avait bâti. Le contexte de 1810 est napoléonien. La France manque de lames d'acier fin pour l'horlogerie du Haut-Doubs, de ressorts pour ses mécanismes, de scie pour ses charpentiers et ses sieurs de long. Jean-Pierre II et Jean-Frédéric s'associent à Jacques Maillard-Salin, gendre de la grande famille horlogère Japy, les Japy de Beaucourt, dont l'empire d'horlogerie a déjà transformé la vallée voisine. Ensemble, ils fondent la société Côte Zéro. L'objet, produire des rubans d'acier fin et des ressorts. Le lieu, le moulin paternel de Soucratet, reconverti, alimenté par la force hydraulique du Gland. La fonderie, à vrai dire, ne tiendra pas ses promesses.
L'acier coulé est capricieux, les débouchés incertains, et l'entreprise sera abandonnée fin 1814, peu rentable. Mais les deux frères ne renoncent pas. Ils se reconvertissent dans les ressorts pour mécanismes d'horlogerie, puis dans les lames de scie en exploitant un brevet original qu'ils déposent en 1818, le laminage à froid et à chaud des lames de scie qui couvre également le redressage et l'aplatissage. C'est le geste fondateur. Les Peugeot ne forgent pas comme des taillandiers traditionnels, ils laminent. Ils maîtrisent la métallurgie de l'acier-ressort, cette science de la trempe et du revenu qui donne à la lame sa souplesse sans sacrifier sa dureté. Cette distinction technique, qui pourrait sembler mineure à un non-initié, sera en réalité ce qui sépare pendant un siècle les produits Peugeot de tout ce que fabriquent les concurrents. Le taillandier forge une lame, les Peugeot domptent un alliage, et les résultats arrivent vite. Dès 1812, 2 ans seulement après la transformation du moulin, les premières scies Peugeot reçoivent la médaille d'or de première classe décernée par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. La qualité de la trempe, la finesse du grain, le prix compétitif, tout est déjà là. En 1819, la société prend le nom de Quote 1. En 1824, l'usine d'Hérimoncourt emploie 70 ouvriers et traite 100 à 150 kg d'acier par jour, équipée de 3 martinets et 7 laminoirs. Avec ses seuls 70 ouvriers, elle produit cette année-là 126 000 scies et 5 400 kg d'acier laminé pour ressort de montre. 126 000 scies, 70 ouvriers, un moulin reconverti au bord d'un ruisseau franc-comtois. L'empire Peugeot est en marche. Chapitre 2. De la scie au moulin, la conquête de chaque foyer. La palette s'élargit avec une rapidité méthodique qui porte la marque de l'esprit protestant. Au ressort d'horlogerie et aux scies s'ajoutent, dès 1825, les fers de rabot. Peugeot en deviendra une référence mondiale, avec ses lames laminées à froid dont le tranchant tient plus longtemps que celui de n'importe quel concurrent. Puis, les baleines de parapluie, les busques de corset, les ressorts de lorgnon, les lames de tissage. L'entreprise exporte dès les années 1830 en Suisse, en Italie, en Turquie. Elle ne fabrique pas un produit, elle fabrique tout ce qui exige de l'acier fin, de l'acier souple, de l'acier qui plie sans casser. Le territoire s'industrialise autour de la famille comme un organisme vivant autour de sa colonne vertébrale. 5 grandes usines structurent désormais le bassin du pays de Montbéliard. Soucratet, le berceau, depuis 1810. Terre Blanche à Hérimoncourt, depuis 1833, spécialisée dans les ébauches de forges pour outils et fourches, le travail lourd, le feu, le marteau, le début de la chaîne. Pont-de-Roide, depuis 1841, dédié aux aciers laminés à froid, aux fers de rabot et aux brins de parapluie. Le travail fin, la précision, le froid de l'acier qui durcit sous les cylindres. Valentinier, depuis 1843, avec son usine Amont, laminé à froid, polissage, peinture, emmanchage, montage, emballage, et son usine Aval, scie à bois et à métaux, lamelles de tissage. Et plus tard, Audincourt, à partir de 1898, qui se spécialisera dans l'outillage mécanique. Chaque usine a sa vocation, chaque vallée son bruit propre. Le martèlement sourd des forges de terre blanche, le sifflement aigu des laminoirs de Pont-de-Roide, le cliquetis régulier du montage de Valentinier. En 1840, naît un objet qui traversera les siècles. Le premier moulin à café Peugeot, le modèle R en bois et tôle, décliné en 10 tailles différentes. On l'appellera longtemps le modèle ordinaire, un nom qui dit l'ambition, non pas de fabriquer du luxe, mais d'équiper chaque cuisine. La fabrication atteindra 150 000 unités annuelles dès 1850. Et ce moulin à café n'est pas un objet anodin. Son mécanisme intérieur, la noix en acier trempé, cet engrenage conique qui broie le grain sans le brûler, porte la même science métallurgique que les lames de scie. La même trempe, la même dureté, le même savoir. Un moulin Peugeot ne s'use pas. Il s'use autour de lui. 34 ans plus tard, en 1874, apparaît le premier moulin à poivre de table, le modèle Z,
miniaturisé pour être posé sur la nappe, élégant, discret, efficace. Ce moulin Z est encore commercialisé aujourd'hui, plus de 150 ans après sa création. Il deviendra le symbole de l'art de vivre des cafés et des bistrots à la française. Et c'est lui, nous le verrons, qui survivra quand tout le reste aura été sacrifié. Le moulin à poivre, jugé trop modeste pour mériter l'attention de ceux qui décidaient du sort de l'Empire. Dans les années 1840, un double mariage renforce la dynastie. Louise Peugeot épouse William Jackson, George Peugeot épouse Anna Jackson. Les frères Jackson sont des sidérurgistes anglais émigrés en France après la chute de l'Empire, porteurs du savoir-faire de l'acier fondu. Cette technique que l'Angleterre maîtrise alors mieux que personne. La société de Pont-de-Roide devient cote 3, puis cote 4 en 1863. Cette greffe anglaise donne aussi Peugeot leur réputation internationale. La qualité de la trempe, la souplesse de la lame, la précision de la denture. L'alliance Jackson n'est pas un mariage d'argent, c'est un mariage d'acier. Les deux familles partagent la même foi protestante, la même éthique du travail bien fait et la même conviction que la qualité de l'outil justifie le prix de l'outil. C'est dans ce contexte qu'en 1847, Jules et Émile Peugeot demandent à Justin Blazer, orfèvre et graveur de Montbéliard, de dessiner un emblème pour la maison. Pour la Blazer s'inspire du lion héraldique des comtes de Franche-Comté et crée le lion sur flèche. L'emblème sera déposé le 20 novembre 1858 au Conservatoire impérial des arts et métiers. La symbolique est l'abysse cardinale, la résistance des dents, la souplesse de la lame, la rapidité de coupe, les trois qualités d'une scie idéale condensée dans un animal. Apposé d'abord sur les lames de scie, le lion sera ensuite décliné en hiérarchie de qualité. Un lion pour la qualité courante, 2 lions pour l'acier au chrome haut de gamme, une marque à la main pour la qualité économique, un croissant de lune pour l'intermédiaire. Le client qui achetait une scie Peugeot savait, rien qu'en comptant les lions sur la lame, ce qu'il tenait dans ses mains. Le lion rugit sur l'acier bien avant de rugir sur quoi que ce soit d'autre. Il faudra encore 40 ans avant qu'il n'apparaisse sur la calandre d'une automobile. Et c'est là toute l'ironie de l'histoire. Le symbole que le monde entier associe aujourd'hui à une voiture a été dessiné pour une scie. Chapitre 3, 1889. Le lion équipe la France. Au moment de l'exposition universelle de 1889, l'ampleur de l'empire sidérurgique et domestique des Peugeot est saisissante. Les chiffres de la seule usine de Beaulieu-Mandeur parlent d'eux-mêmes et il faut les laisser parler, parce qu'ils disent mieux qu'un discours ce que signifiait le mot « quote 5 » à cette époque. 50 000 tondeuses produites dans l'année. 530 000 scies. 600 tonnes d'acier laminé. 540 000 ressorts d'horlogerie. 600 000 fers de rabot. 24 tonnes de ressorts et de busques pour corsets. Et 450 000 moulins à café. 450 000 moulins à café sortis d'une seule usine, dans une seule année, dans une vallée du Doubs que la plupart des Parisiens ne sauraient pas situer sur une carte. La main-d'œuvre est considérable. Peugeot emploie 700 personnes à Valentinier, 300 à Beaulieu-Mandeur et 900 à Terre-Blanche et Rimoncourt. La vallée du Gland est devenue ce que les observateurs de l'époque appellent déjà une Manchester franc-comtoise, un bassin où chaque hameau, chaque colline, chaque méandre du ruisseau est marqué par la présence du lion. Un journaliste de l'époque, souvent cité dans les revues familiales, résume la pénétration domestique des Peugeot mieux qu'aucune statistique. -bas, quote, -bas 6, -bas, -bas. De la première heure du matin à la dernière course du soir, chaque geste de la vie quotidienne française passe par un objet marqué du lion. La France n'achète pas du Peugeot. Elle vit dedans. Mais dans cet écosystème colossal, l'automobile naît en marge. Armand Peugeot, né en 1849, ingénieur de l'École centrale de Paris, est convaincu dès l'exposition de 1889 que le moteur à explosion représente l'avenir. Son cousin Eugène Ier, né en 1844, formé à HEC, à la tête des fils de Peugeot frères, reste hostile. L'automobile est une aventure hasardeuse,
un caprice de mécanique qui n'a pas fait ses preuves. L'outillage, les scies, les moulins, les ressorts, voilà le métier. Le 2 avril 1896, la rupture est consommée. Armand Peugeot fait sécession et fonde la Côte 8 avec des usines à Audincourt et à Lille. Eugène, lui, continue à produire bicyclettes, motos, outils, articles ménagers, moulins à café. 2 visions, 2 entreprises, 2 branches d'un même arbre qui ne se parlent plus qu'en termes juridiques. Cette dualité familiale, cette tension entre le cousin qui veut la vitesse et le cousin qui veut la solidité, inscrira durablement l'outillage dans une position de subordination culturelle. L'automobile est flamboyante. Elle attire les journalistes, les investisseurs, les foules. La scie ne l'est pas. Le fer de rabot n'intéresse pas les gazettes. Le ressort de corset ne fait pas la une. Et pourtant, en 1896, c'est l'outillage qui fait vivre la vallée du Gland, pas l'automobile. C'est l'outillage qui emploie côté les ouvriers, qui remplit les caisses, qui exporte, mais dans l'imaginaire collectif, le futur est déjà ailleurs. Et l'outillage, sans le savoir encore, vient de commencer à perdre la bataille du prestige. En février 1910, la fusion réconcilie les branches. Les fils de Peugeot frères et Automobile Peugeot donnent naissance à la Société anonyme des automobiles et Cycle Peugeot, la SAAACP. Robert Ier Peugeot, né en 1873, prend la tête du groupe unifié. En 1912, il ouvre le site de Sochaux qui deviendra l'épicentre automobile. Mais l'outillage demeure. L'entité Peugeot et compagnie, ses usines de Pont-de-Roide, Audincourt, Hérimoncourt et Valentigney continuent de laminer, forger, polir et expédier scies, rabots, marteaux, fourches, pelles et cisailles. Le lion rugit encore sur l'acier, mais il rugit désormais plus fort sur les capots. Chapitre 4. Le royaume protestant, l'usine comme monde. Le pays de Montbéliard devient au tournant du XXe siècle un véritable royaume industriel. Et ce royaume porte un seul nom. Le paternalisme protestant des Peugeot est profond, sincère et, il faut le dire aussi, intéressé. Émile Peugeot, puis sa fille Lucie, fervent luthérien, crée dès 1811 une caisse de pension pour les veuves. En 1853, une assurance mutuelle sociale, près d'un siècle avant la sécurité sociale. Des logements à bas prix pour les salariés, l'hôpital du Rocher à Valentigney en 1870, où les ouvriers accidentés sont soignés gratuitement. Un système de caisse de retraite ouvrière en 1876. En 1871, à Valentigney et Terre-Blanche, les Peugeot établissent la journée de 10 heures, 33 ans avant que la loi française ne l'impose au reste du pays. C'est l'œuvre de gens qui croient sincèrement que le patron a des devoirs envers ses ouvriers, que l'usine n'est pas seulement un lieu de production, mais un lieu de vie, une communauté, presque une paroisse laïque. Mais l'envers de cette protection est le contrôle. Dès 1813, un quote 11 impose la discipline, la ponctualité et le respect absolu de la hiérarchie sous peine d'amende ou de licenciement. Eugène et Armand sont simultanément maires d'Hérimoncourt et de Valentigney, conseillers généraux, conseillers presbytéraux. La famille édite, à partir de 1893, le journal local, Le Pays de Montbéliard, qui dit ce que le pays doit penser. Les Japy, alliés de toujours, résument la philosophie avec une franchise involontairement brutale. Cote 12. En 1899, la réalité craque. Un ouvrier du nom de Louis tente de créer un syndicat à l'usine de Beaulieu. Il est immédiatement licencié. Toute l'usine se met en grève. Les ouvriers défilent jusqu'à Valentigney. Peugeot fait appel à l'armée pour briser le mouvement. Quote 13, déclare Armand Peugeot. Il ne l'est pas vraiment. Il se prolongera sous d'autres formes pendant tout le XXe siècle, avec les châteaux patronaux visibles depuis les cités ouvrières, les colonies de vacances, les cercles d'usines, les comités d'entreprise, le FC Sochaux Montbéliard fondé en 1928 par Jean-Pierre III Peugeot. Mais la fissure entre protéger et contrôler ne se refermera jamais. Elle traversera toute l'histoire de cette famille et de cette vallée. Les cités ouvrières des Sous-Roches à Valentigney, les logements de Terre-Blanche,
les écoles, les dispensaires, tout cela forme un monde clos, organisé autour de la sirène de l'usine, rythmé par les 3-8, nourri par la cantine à midi. Un ouvrier de Valentinier pouvait naître dans une maison Peugeot, aller à l'école Peugeot, jouer au football au FC Sochaux, travailler 40 ans dans l'atelier de laminage, se soigner à l'hôpital du Rocher, envoyer ses enfants en colonie de vacances Peugeot et prendre sa retraite avec la caisse Peugeot. Le monde extérieur existait, mais il n'était pas nécessaire. Tout ce dont un homme avait besoin se trouvait entre le portail de l'usine et la porte de sa maison, et les deux appartenaient au même propriétaire. Chapitre 5. L'âge d'or, Polyrex et l'empire de l'établi. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle les usines, occupées par les nazis, font l'objet de sabotages organisés par la résistance locale et par l'agent du SOE britannique César Hariri, mais aussi de bombardements alliés dévastateurs, 1000 bombes sur Sochaux dans la nuit du 15 au 16 juillet 1943. L'outillage Peugeot repart à la conquête. L'entité Acier et Outillage Peugeot est constituée formellement en 1947. C'est une société à part entière, avec son périmètre, ses usines, ses ouvriers, ses marchés. Le département automobile produit des gros profilés en acier inoxydable pour pare-chocs, calandres, enjoliveurs. Tout ce qui brille sur les voitures sort encore des laminoirs Peugeot. Le département électrique lance une série de produits qui entrent dans les cuisines françaises. Les robots ménagers en 1953, les moulins à café électriques en 1955, les batteurs malaxeurs. Et puis il y a la gamme qui incarnera la marque dans les ateliers de toute la France. Le Polyrex. Le Polyrex est un concept d'une élégance mécanique rare. Un bloc moteur universel, rouge, massif, reconnaissable entre mille, sur lequel l'on adaptait, par un simple changement de tête, une perceuse, une scie circulaire, une scie sauteuse, une ponceuse, un tour à bois, une tronçonneuse à métaux. Un seul moteur. 6 outils. Le principe était simple et le résultat formidable. Au lieu d'acheter 6 machines, ce que peu de foyers pouvaient se permettre dans la France des années 1950 et 1960, on achetait un moteur Peugeot et les têtes correspondantes, et on avait un atelier complet dans sa cave. Le Polyrex Major équipe une part considérable des foyers français de l'époque. Dans les garages de province, dans les caves des pavillons de banlieue, dans les ateliers des menuisiers amateurs et des retraités qui avaient enfin le temps de construire de leurs mains, le bloc rouge de Peugeot est aussi familier que le transistor sur l'étagère du salon ou le poste de télévision dans un coin de la salle à manger. Un passionné d'outillage, des décennies plus tard, résumera la chose avec l'affection qu'on porte aux machines qui ont accompagné une vie entière. Côte 16, 3 moteurs. Un homme, un atelier. Le Polyrex n'avait pas seulement inventé un système polyvalent, il avait inventé le bricoleur français moderne, cet homme qui, le samedi après-midi, descend dans sa cave et fabrique quelque chose avec ses mains, parce que fabriquer avec ses mains, c'est encore le moyen le plus sûr de se prouver qu'on existe. Mais l'âge d'or de l'outillage Peugeot, ce n'est pas seulement le Polyrex. C'est aussi, et peut-être surtout, l'empire de l'outil à main. Les rabots Peugeot frères, avec leurs semelles parfaitement dressées, et leur fer qui tient l'affûtage comme aucun concurrent. Les 6 ados, avec leurs lames marquées du lion et leurs poignées en bois verni, la poignée tombait dans la paume comme si elle avait été sculptée pour cette main-là. Et le menuisier qui s'en servait le savait dès le premier trait. Les chignoles à main, dont le mécanisme d'engrenage conserve la mémoire mécanique des premiers ressorts de montres laminés à sous-craté. Les fourches forgées, les marteaux, les passe-partout, les cisailles. Ces objets ne sont pas des consommables. Ce sont des instruments. Ils se transmettent. Un rabot Peugeot frère, dans les mains d'un menuisier, dure une vie. Parfois 2. Le fils hérite de l'outil du père, et l'outil tient encore. Demandez à un grand-père français de citer 3 marques d'outillage. Il dira Peugeot, sans hésiter, pas parce qu'il a vu une publicité, parce qu'il a tenu l'outil dans sa main pendant 40 ans, et que l'outil a tenu aussi. Comme le résume un commentateur sur un forum de bricolage, robustesse, précision, ergonomie, des qualités indéniables qui sont fortement appréciées par les bricoleurs et les professionnels. C'est une phrase modeste, mais elle dit tout. Quand un bricoleur dit « quote 18 côtes » en parlant d'un outil,
Il dit que cet outil ne l'a jamais trahi. Et quote 19, pour un outil, c'est la plus haute vertu. Chapitre 6, la communauté de l'acier. En 1966 arrive la grande restructuration, mais celle-ci est encore structurante, pas destructrice. La holding Peugeot SA est créée pour regrouper l'ensemble. Automobile Peugeot, cycle Peugeot et acier et outillage Peugeot. AOP. C'est l'apogée structurelle, le moment où le lion tient ensemble tous ses territoires. La même année est officiellement créée AOP en tant que filiale de Peugeot SA, sous la direction de Rodolphe Peugeot, né en 1902, résistant pendant l'occupation, homme qui a connu les usines sous les bombes et qui sait ce que vaut un outil forgé par des mains françaises. AOP poursuit la production d'outils à main laminés et forgés, fabrique des profilés pour l'automobile et développe la gamme d'outillage électrique. Le groupe Peugeot compte alors plus de 150 sociétés. C'est la 4e entreprise française. Le bassin d'emploi est colossal. Sochaux compte 34 225 salariés en 1970, dont 20% d'immigrés. 39 000 en 1979. 309 lignes de ramassage en autobus irriguent le territoire chaque matin, transportant les ouvriers depuis des communes parfois éloignées de 50 km. Si l'on ajoute Beaulieu-Mandeur, 6 000 personnes en 1978, et je valentinais, les 610 personnes de l'AOP-bas, quote-20-bas, Terre Blanche, 1000 personnes, Pont de Roide, presque 1000, Audincourt, les ateliers d'outillage mécanique ont atteint des dizaines de milliers de salariés directement ou indirectement liés au lion. Un seul nom, un seul lion, des dizaines de milliers de vies organisées autour de lui. La main-d'œuvre, longtemps franc-comtoise et protestante, a été massivement complétée à partir des accords bilatéraux des années 1960. Des Yougoslaves, 28% des étrangers en 1976, des Turcs, 20%, des Algériens, 18%, des Marocains, 12%, des Portugais, 11%. Ces hommes, venus de Sarajevo, d'Ankara, d'Oran, de Casablanca, de Porto, arrivés dans une vallée qu'ils ne connaissaient pas, logés dans des foyers ou des HLM, construits à la hâte sur les coteaux au-dessus des usines, ont forgé, laminé, poli et emballé les mêmes scies et les mêmes rabots que les fils de la bourgeoisie protestante avaient inventés un siècle et demi plus tôt. Leur sueur est dans chaque lame sortie de Valentinier. Leurs mains ont tourné les mêmes laminoirs que ceux de Jean-Pierre II. L'histoire de l'outillage Peugeot est aussi leur histoire, même si elle porte rarement leur nom. Pour tous ces ouvriers, français de souche ou venus d'ailleurs, l'usine n'est pas seulement un lieu de travail, c'est un lieu de vie. Le comité d'entreprise organise les colonies de la de vacances pour les enfants, 2 semaines en été, dans les Vosges ou sur la côte, pour des gamins qui n'auraient pas vu la mer autrement. Des voyages pour les familles, des activités culturelles et sportives, la cantine à midi, et dans la tradition française de la cantine d'usine, il ne s'agit pas d'un sandwich avalé debout, mais d'un repas complet, entrée, plat, fromage, dessert, assis entre collègues, dans un réfectoire qui sent la soupe et le gratin. Les vestiaires où l'on quitte le bleu de travail pour redevenir civil. La pointeuse au portail. Le parking où les voitures arrivent chaque matin et repartent chaque soir dans un mouvement si régulier qu'on pourrait régler sa montre sur le flot des phares. C'est là le moment où, dans l'imaginaire d'une France qui bricole et qui s'équipe, le mot Peugeot est synonyme de qualité française dans l'outil. Le lamineur de Pont-de-Roide connaît la température exacte à laquelle l'acier ressort atteint sa souplesse optimale. Il la sent dans ses mains, dans la vibration du métal sous le cylindre, dans la couleur de la chauffe qui passe du cerise au paille quand l'alliage est prêt. Le forgeron de Terre Blanche sait d'instinct quand la pièce est prête à quitter l'enclume. Pas une seconde trop tôt, pas une seconde trop tard. Le monteur de Valentinier assemble les blocs moteurs Polyrex avec la précision d'un horloger, parce que c'est bien de l'horlogerie que vient cette tradition, et que le geste du monteur porte encore la mémoire des premiers ressorts de montre laminés à Soucratet en 1818. Ce savoir est dans les doigts. Il ne s'enseigne pas dans un bureau d'études. Il se transmet d'un ouvrier à un autre, sur la machine pendant des années, dans la chaleur de l'atelier et le bruit des presses.
Chapitre 7. L'apogée, le sommet avant la chute. En 1966, le lion rugit partout. Sur les calandres des automobiles qui sortent de Sochaux, sur les cadres des bicyclettes qui descendent les cols du Tour de France, sur les lames des scies qui mordent le bois dans les ateliers de menuiserie, sur les perceuses rouges dans les caves de banlieue, sur les moulins à poivre posés sur les nappes des bistrots. Le mot « quote 22 » est l'un des rares noms de famille à être simultanément une marque d'automobile, une marque de vélo, une marque d'outillage, une marque d'art de la table et une marque de moto. Le lion est partout. Le lion est la France qui fabrique. AOP est l'une des 3 branches majeures de la holding. Pas un appendice. Pas un héritage encombrant qu'on garde par piété familiale. Une branche. Avec ses usines, ses ouvriers, ses brevets, ses catalogues, ses marchés d'exportation. La vallée du Gland, Hérimoncourt, Valentigney, Audincourt, Pont-de-Roide est un monde complet, un monde où le travail a une adresse, un visage et un nom. Dans les années 1930, une anecdote dit tout de ce que représente la marque Ors Automobile. Jean-Pierre Peugeot, en visite dans une usine américaine, assiste à un banquet. Un convive plaisante sur le caractère entièrement américain de la salle. Les verres, les couverts, les nappes, tout sort d'une manufacture locale. Jean-Pierre Peugeot empoigne le moulin à poivre posé sur la table et lance « L'anecdote est probablement embellie par le temps, mais elle dit une vérité. À l'étranger comme en France, le nom Peugeot sur un objet signifie quelque chose. Il signifie que l'acier a été compris avant d'être travaillé, que la trempe a été maîtrisée, que l'outil durera. Mais 1966 sera aussi le sommet. Le point le plus haut avant la bascule. Car dans les couloirs de la holding, dans les bureaux de la direction financière, dans les cercles où l'on raisonne en ratio de rentabilité et en allocation de capital, une question commence à se poser. Une question qui ne se pose jamais dans les ateliers, parce que dans les ateliers, on fabrique, on ne rationalise pas. La question est simple. Que vaut l'outillage comparé à l'automobile ? La réponse comptable est cruelle. L'automobile, c'est Sochaux, c'est la masse, c'est l'exportation, c'est le prestige international, c'est la course au volume qui justifie des investissements colossaux et des marges unitaires faibles compensées par des millions de véhicules vendus. L'outillage, c'est Valentigney, c'est la niche, c'est le marché domestique, c'est le bricoleur du dimanche et le menuisier de province. À l'échelle d'un groupe qui se rêve en géant mondial de l'automobile, la scie et le rabot ne sont plus des fondations, ils sont des lignes dans un bilan que personne ne regarde avec fierté. Personne, dans la vallée du Gland, n'entend encore le bruit que fait le monde en changeant autour d'eux. Les ouvriers de Valentigney continueront à laminer, à forger, à monter les polyrex pendant encore 20 ans. Ils arrivent chaque matin à la même heure, pointent à la même pointeuse, entendent la même sirène, s'assoient à la même cantine. Les gestes sont les mêmes. L'acier est le même. Mais quelque part, dans un bureau parisien ou dans une salle du conseil de surveillance familiale, la décision est déjà prise. Pas par un homme seul. Par une logique. La logique du recentrage. La logique qui dit que le lion ne peut rugir que sur une seule chose à la fois. Et cette chose, ce ne sera pas la scie. Chapitre 8. Le tournant. Quand le lion chancelle. Pour comprendre la décision qui va tout changer, il faut comprendre l'homme qui l'a prise et le monde qu'il a trouvé en arrivant. En 1980, la famille Peugeot, par l'intermédiaire du conseil de surveillance présidé par Roland Peugeot, né en 1926, et son cousin Pierre Peugeot, né en 1932, nomme à la tête du directoire, de PS à Peugeot Citroën, un homme qui ne vient ni de l'automobile ni de l'industrie. Jacques Calvet est un ancien inspecteur des finances, passé par le cabinet du ministre des Finances Valéry Giscard d'Estaing, puis par la direction de la Banque nationale de Paris. C'est un financier. Il pense en flux de trésorerie, en ratio d'endettement, en allocation de capital. Il ne pense pas en lame de scie. Il n'a jamais tenu un rabot Peugeot dans ses mains. Il ne sait pas ce que signifie le mot « trempe » quand il est prononcé par un lamineur de Pont-de-Roide. Et il n'a pas besoin de le savoir, parce que ce n'est pas pour cela qu'Ilatel a été nommé.
Ce qu'ils trouvent en arrivant est un désastre. PS à Peugeot Citroën, qui a absorbé Citroën en 1974, puis Chrysler Europe en 1978, une acquisition ruineuse qui a fait entrer dans le groupe la marque Talbot et un chapelet d'usines déficitaires, accuse 30 milliards et demi de francs de dette. Entre 1980 et 1984, les pertes cumulées atteignent 8 milliards et demi de francs. Le groupe est au bord du gouffre. La mort industrielle est une possibilité réelle. La Peugeot 205, lancée en 1983, sauve l'entreprise. C'est la voiture qui ramène les clients, qui redresse les comptes, qui donne à Calvette le levier pour restructurer. Mais Calvette a une idée fixe, et cette idée fixe est parfaitement rationnelle du point de vue d'un homme formé à l'inspection des finances. Le recentrage sur le métier automobile. Tout ce qui n'est pas voiture doit partir. Tout ce qui ne contribue pas au redressement du cœur du groupe est un poids mort à larguer. L'ambiance sociale est déjà explosive. La marque Talbot, héritée du désastreux rachat de Chrysler Europe, disparaît entre 1986 et 1987 dans un plan social d'une brutalité qui marquera toute une génération ouvrière. L'usine de Poissy est le théâtre de grèves dures. Les ouvriers spécialisés immigrés sont en première ligne. Et Calvet, dans une formule restée tristement célèbre, parlera d'intégriste et de code 26 pour qualifier les grévistes. Sur la durée de son mandat, de 1984 à 1997, près de la moitié des 50 000 salariés du groupe quitteront l'entreprise. Calvet ne gère pas un groupe. Il le taille. Il coupe tout ce qui dépasse, tout ce qui n'est pas le cœur, tout ce qui ne produit pas des automobiles. L'outillage dépasse. L'outillage, avec ses 610 personnes à Valentigney, ses ateliers de Pont-de-Roide, ses forges de terre blanche, ses monteurs d'Audincourt, l'outillage, avec ses 176 ans d'histoire, avec son lion qui signifie la scie et non la voiture, avec ses rabots que les menuisiers transmettent de père en fils, l'outillage n'est pas le cœur du groupe. Il ne l'a jamais été, dans l'esprit de ceux qui tiennent les comptes. Il n'est qu'un souvenir du temps où le cœur était l'acier. Pourtant, en 1981, avant même l'arrivée de Calvette, AOP a déjà été restructuré une première fois, signe que la question de la rentabilité se posait depuis le milieu des années 1970, dans le sillage des chocs pétroliers et de l'émergence de la concurrence asiatique sur les outils à main. Les laminoirs de Pont-de-Roide tournent encore, les forges de terre blanche battent encore, les monteurs de Valentigney assemblent encore les polyrex et les perceuses. Mais le monde autour a changé. Le bricoleur français commence à trouver dans les rayons des grandes surfaces de bricolage. Castorama ouvre son premier magasin en 1969. Leroy Merlin se développe massivement dans les années 1970 et 1980. Des outils importés moins chers, fabriqués au Japon, à Taïwan, bientôt en Chine continentale. Le marché de l'outillage grand public bascule. Ce n'est plus un marché de qualité où le client achète un outil pour la vie. C'est un marché de prix où le client achète un outil pour le week-end. Et sur le prix, Valentigney ne peut pas concurrencer Shenzhen. Le lamineur de Pont-de-Roide qui sent la température de l'acier dans ses mains coûte plus cher qu'un ouvrier chinois qui appuie sur un bouton. La famille le sait. Les chiffres sont sur la table du conseil de surveillance. Mais la question qui se pose n'est pas « tirez bas, quote, tirez bas, 27, tirez bas, car avec de l'investissement, de la modernisation, un repositionnement sur le haut de gamme, il aurait pu l'être. La question est cote 28 et la réponse est non. Elle sera toujours non. Parce que dans un groupe qui rêve de devenir un géant mondial de l'automobile, chaque franc investi dans une perceuse est un franc qui ne va pas dans une voiture. Et la voiture rapporte plus. La voiture rapporte toujours plus. Jusqu'au jour, lointain mais prévisible, où la voiture elle-même sera cédée à d'autres, fondue en janvier 2021 dans l'ensemble Stellantis, dont la famille ne contrôlera plus que 7,2%. Mais cela, personne ne le sait encore en 1986. Chapitre 9 n'est qu'au... La signature, 1986, l'année du sacrifice. La décision tombe en 1986. AOP, Aciers et Outillages Peugeot,
abandonne la fabrication d'outillage à main. La production est cédée à l'américain Stanley Works, leader mondial du secteur, basé à New Britain, dans le Connecticut. Stanley reprend les activités de l'outillage à main, les scies, les rabots, les marteaux, les fourches, les cisailles, tout ce qui portait le lion depuis 1810, à l'exception notable des moulins, qu'il juge non stratégiques, trop petits, trop spécialisés, trop français, pas assez rentables pour un géant américain de l'outil de chantier. Les termes exacts de la transaction n'ont jamais été rendus publics. Aucun communiqué de presse de l'époque, aucun document de l'autorité des marchés financiers, aucun chiffre de cession n'a été retrouvé dans les archives accessibles. On sait que la décision a été prise. On sait que Stanley a hérité. On ne sait pas combien la famille a reçu pour 176 ans de savoir-faire métallurgique. Ce silence, en soi, est éloquent. Quand une entreprise est fière du prix qu'elle obtient, elle l'annonce. Quand elle ne l'annonce pas, c'est que le prix ne mérite pas d'être lu à voix haute. La même année, en 1987, l'usine d'Audincourt ferme ses portes. AOP est fusionnée avec Cycle Peugeot pour former ECIA, Équipements et composants pour l'industrie automobile. Le nom dit tout. Équipements et composants pour l'industrie automobile. Plus de scies, plus de rabots, plus de moulins à café, plus de Polyrex. L'antique vocation métallurgique des Peugeot, celle qui avait commencé au moulin de Soucratet, celle qui avait donné au lion ses 3 vertus, celle qui avait équipé chaque foyer de France, est convertie en siège de voiture, en pot d'échappement, en panneau de porte. Le lion qui symbolisait la résistance des dents, la souplesse de la lame et la rapidité de coupe est désormais apposé sur un appui à tête. Plus rien de ce qu'il signifie ne correspond à ce qui l'accompagne. Bertrand Peugeot, né en 1923, cousin de Roland, créateur du groupe PSA en 1976, PDG de Cycle Peugeot et de Peugeot Motocycle, président des quote 29, jusqu'en 1994, supervise directement cette absorption. C'est lui qui prend la présidence de CIA. Il est à la fois le gardien du nom familial et l'opérateur de sa disparition industrielle. Les laminoirs de ses ancêtres sont désormais au service des Calandres. 3 ans plus tard, en 1989, c'est l'autre étage de la fusée qui tombe. La production d'outillage électrique est arrêtée. Les perceuses, les scies sauteuses, les ponceuses, les taille-haies, toute la gamme qui portait encore le nom Peugeot sur les établis français, terminée. Les perceuses rouges des Polyrex cessent de sortir d'Audincourt et de Valentinier. Le dernier bloc moteur est assemblé, la ligne s'éteint, personne ne la rallumera. Comme le reconnaîtra plus tard le site officiel de Peugeot Outillage lui-même, avec une pudeur qui confine à l'euphémisme, cote 30 suspendue. Le mot est remarquable. On suspend ce qu'on a l'intention de reprendre, on arrête ce qu'on a décidé de ne plus faire. La production n'a pas été suspendue. Elle a été tuée. Qui a pris cette décision ? Jacques Calvet est l'auteur de la stratégie de recentrage, le maître d'œuvre, l'opérateur. Mais le conseil de surveillance familiale, Roland Peugeot, Pierre Peugeot, Bertrand Peugeot, l'a entériné. Sans leur accord, rien ne se fait. Calvet proposait. La famille disposait. Et la famille a disposé de l'outillage comme d'un meuble encombrant dans un appartement qu'on rénove. On le descend à la cave, on le donne, on l'oublie. La différence, c'est que ce meuble avait 176 ans, qu'il portait le nom de la famille et que des centaines d'ouvriers vivaient de sa fabrication. L'historien Pierre Lamarre, professeur d'histoire industrielle à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, le formulera avec la précision de l'universitaire qui mesure chaque mot. C'est précisément à ce moment-là, année 1970, année 1980, que les pratiques paternalistes prennent fin. L'entreprise se retire de ses investissements immobiliers et sociaux pour les réorienter exclusivement vers le cœur de production industrielle. En abandonnant l'outillage, la famille n'a pas seulement quitté un marché, elle a quitté un territoire, elle a quitté une éthique, elle a quitté la vallée du Gland. Ce n'est pas un hasard si Pierre Peugeot crée le musée de l'aventure Peugeot dès 1988, l'année qui suit la fermeture de l'usine d'Audincourt et la fusion AOP Cycle dans ECIA. On muséifie ce qu'on a tué.
On met sous vitrine ce qu'on ne fabrique plus. Le musée est l'aveu involontaire que l'histoire industrielle est finie et que ce qui commence est autre chose. Un héritage à gérer, un patrimoine à conserver, une mémoire à entretenir. Mais la mémoire ne fait pas tourner un laminoir. Et un musée ne nourrit pas les familles des ouvriers qui ont perdu leur poste. Car il faut nommer ce qui a disparu. Les 610 personnes de l'AOP de Valentinier sur les roches, ceux qui laminaient, ceux qui forgeaient, ceux qui montaient les polyrex et les perceuses, sont redéployés pour ceux qui ont la chance d'être repris dans les chaînes de la sous-traitance automobile via ECIA. Ils passent de la scie au siège de voiture, du rabot au panneau de porte. Le geste change. L'outil change. Le savoir-faire accumulé pendant des décennies, la température de l'acier au toucher, l'oreille qui reconnaît le bon son du laminoir, l'œil qui juge la trempe à la couleur, ce savoir-faire ne sert plus à rien. Il meurt avec les hommes qui le portaient, parce que personne n'a plus besoin de tremper une lame de scie dans la vallée du gland. D'autres ne sont pas repris. Ils partent en pré-retraite, ceux qui ont l'âge. Ils sont licenciés, ceux qui ne l'ont pas. Ils deviennent intérimaires dans les usines voisines, gardiens de nuit dans les zones commerciales, chauffeurs routiers ou chômeurs de longue durée dans un bassin d'emploi qui rétrécit année après année. Personne n'a compté exactement combien d'entre eux venaient de l'outillage. Les plans sociaux de Calvet sont comptabilisés en bloc. 25 000 suppressions entre 1984 et 1992, la médiatisation concentrée sur Talbot-Poissy et sur Aulnay, pas sur Valentinier. Les ouvriers de l'outillage Peugeot ont disparu des statistiques avant de disparaître des usines. Le site historique de Beaulieu-Mandeur, celui qui produisait encore 200 000 vélos par an dans les années 1960, avec ses 6 000 salariés, celui qui avait sorti 530 000 scies en 1889, est progressivement détruit entre 1986 et 2001. Les halles tombent, les toits s'effondrent, les machines sont démontées, vendues au poids du métal, expédiées. Le parking se fissure. Les herbes poussent dans les fissures. Ce qui avait été la Manchester franc-comtoise devient un terrain vague entre deux ronds-points. En 1998, ECIA fusionne avec Bertrand Faure pour devenir Faurecia. La boucle est bouclée. La plus ancienne vocation industrielle de la famille Peugeot, l'acier, l'outil, la lame, est enterrée sous des couches de sous-traitance automobile. Chapitre 10. Le moulin sauvé, l'exception qui accuse, mais dans le démantèlement de l'Empire, AOP, un objet échappe au naufrage. Et c'est le plus petit, le plus modeste, le plus ancien, celui que personne ne jugeait digne d'intérêt. Au moment où Stanley reprend l'outillage à main, l'Américain hérite par paquet, sans toujours savoir ce qu'il acquiert. Dans le portefeuille AOP, il y a aussi les noix, c'est-à-dire les mécanismes en acier trempé, des moulins à poivre Peugeot, fabriqués dans une usine Stanley de Besançon. Stanley n'en veut pas. Trop spécialisé, trop artisanal, trop éloigné de son marché de l'outillage de chantier et des grandes surfaces américaines. Le moulin à poivre, pour Stanley, c'est un artisanat de bistrot français. Charmant, peut-être, mais sans intérêt stratégique. En 1992, un homme change le cours de cette histoire. Il s'appelle Jean-Claude Fornage. Il est alors directeur de l'une des usines Stanley de Besançon, celle-là même qui fabrique les noix de moulin. Fornage connaît le produit. Il connaît le marché. Il connaît le savoir-faire. Il le voit chaque jour dans les mains de ses ouvriers. Et il est convaincu qu'un avenir existe pour le moulin Peugeot, à condition de le sortir du giron d'un géant américain qui ne le comprend pas et qui ne veut pas le comprendre. Il parvient à convaincre la direction de Stanley de lui rétrocéder l'activité, en marge de la société, avec l'accord de la famille Peugeot, qui détient toujours, via les établissements Peugeot Frères, les droits sur les mécanismes, sur la reproduction des moulins et sur l'usage du lion sur flèche. Ils fondent PSP, Poivrière Salière Production, en 1992. Les établissements Peugeot Frères détiennent 27% du capital. Le reste, Fornage le porte sur ses épaules. Le siège s'installe à Besançon, puis l'activité se concentre à Coingey, dans le Doubs,
où une usine moderne de 5000 m² est édifiée. La croissance est impressionnante. En 1996, Peugeot franchit le seuil d'1 million de moulins vendus dans l'année à travers le monde. En 2003, PSP brevette de nouveaux mécanismes, un système de préhachage du piment, un moulin spécifique pour le sel de Guérande. En 2004, le réglage U-Select offre 6 niveaux de mouture pour le poivre et 3 pour le sel. L'entreprise exporte dans plus de 80 pays. Le moulin que personne ne voulait fait le tour du monde. Mais le chemin n'est pas lisse. Une tentative de diversification dans l'outillage à main, ironie cruelle du sort, fragilise la trésorerie juste avant la crise financière de 2008. PSP est placé en redressement judiciaire en décembre 2012. Fornage, qui détenait 70% du capital, voit la famille Peugeot reprendre la main. Le 16 juin 2014, le tribunal de commerce de Besançon prononce la sortie du redressement. Les établissements Peugeot Frères montent à 80% du capital. Fornage devient minoritaire avec 17%. En novembre 2017, PSP est rebaptisé Peugeot Saveur SNC. L'État français lui décerne le label Entreprise du patrimoine vivant. L'entreprise produit aujourd'hui plus de 2 millions de moulins par an, réalise un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros, dont 70% à l'export, et emploie environ 175 salariés à Guangzhou. 95% du bois de hêtre tourné dans l'atelier provient de forêts françaises certifiées, situées à moins de 100 km de l'usine. Les copeaux et la sciure sont récupérés et recyclés par la filière énergétique locale. En septembre 2024, pour le 150e anniversaire du modèle Z, Peugeot Saveur a réédité la version originelle de 1874. Le même moulin, le même acier, le même geste. 175 salariés. Du bois de hêtre français. Un label patrimoine vivant. 2 millions de moulins exportés dans 80 pays. La preuve, vivante, opérationnelle, rentable, qu'il était possible de fabriquer en France les produits Peugeot hors automobile, à condition d'y mettre l'investissement, le management et la volonté. Ce que la famille a su faire, tardivement, douloureusement, mais avec succès, pour le moulin à poivre, elle a refusé de le faire pour la perceuse, pour la scie, pour le rabot. Le moulin a été sauvé presque par accident, par un cadre de Stanley que personne n'attendait. L'outillage, lui, a été cédé par décision délibérée, par des gens qui portaient le même nom de famille que les fondateurs de 1810. Chapitre 11. Le retour du lion, mais fabriqué en Chine. Pendant 2 décennies, de 1989 à 2010, la marque Peugeot Outillage dort. Dans les rayons des grandes surfaces de bricolage, on ne trouve plus de perceuses Peugeot, de scies Peugeot, de rabots Peugeot. Les chignoles à main des grands-pères circulent sur les vides-greniers et sur eBay, objets de collection pour les nostalgiques et les amateurs de bel outil. Les ouvriers d'AOP ont été reclassés dans la sous-traitance automobile via ECIA, puis Forestia, licenciés ou partis en pré-retraite. L'ancienne usine AOP de Valentinier a été progressivement réaménagée en zone d'activité dédiée à des petites entreprises artisanales. À Audincourt, à Pont-de-Roide, à Héry-Moncourt, les bâtiments industriels d'avant-guerre tombent en ruine ou changent d'usage. Puis, en 2010, un retour. Mais quel retour? Une petite société des bords de Loire, MPO, manufacture de produits outillage, basée à Saint-Pierre-des-Corps près de Tours, obtient des établissements Peugeot Frères le droit d'apposer la marque Peugeot sur des outils. MPO, une micro-société d'environ 35 personnes, est filiale du groupe Sigma, créé en 2009 par les associés Christophe Hurel et Pierre Bertrand, déjà propriétaires de Phare Group Europe et de la marque Megix. La logique est purement contractuelle. Sigma conçoit et distribue, la fabrication est sous-traitée, pour l'essentiel à des usines chinoises spécialisées dans l'électroportatif grand public, comme l'écrasante majorité des marques du secteur. En octobre 2017, établissement Peugeot Frères, via sa filiale Peugeot Frères, industrie présidée par Christian Peugeot, né en 1953, second fils de Bertrand, ancien directeur de Peugeot Allemagne,
ancien président du comité des constructeurs français d'automobiles, prend 13,5% du capital de Sigma. MPO est officiellement renommé Peugeot Outillage. Jean-Philippe Peugeot, président des établissements Peugeot Frères, le résume à France Bleu avec une franchise involontaire qui dit tout. Pendant un certain nombre d'années, toutes ces fabrications ont été délaissées. La partie automobile de Peugeot a pris le dessus sur tout le reste. Et il ajoute « Nous apportons notre crédibilité. Nous représentons 200 ans de l'histoire industrielle. » Aveu lourd. La famille reconnaît elle-même que l'outillage a été quote 37. Et ce qu'elle apporte aujourd'hui à Sigma, ce n'est pas une usine, ce n'est pas un savoir-faire, ce n'est pas un atelier de laminage, ce n'est pas un forgeron qui connaît la trempe. C'est une crédibilité, un capital immatériel, le souvenir d'un lion qui, autrefois, garantissait la qualité de l'acier français et qui garantit aujourd'hui qu'une perceuse conçue à Tours et fabriquée en Chine porte un nom que les grands-pères reconnaissent. Le blogueur de La Fabrique Hexagonale le relève sans détour. Les messages figurant sur le site internet de la marque se présentent comme une marque française de référence dans l'outillage électrique, mais aucune référence à un site de production, à une quelconque fabrication française. L'entreprise elle-même admet sur son propre site qu'il est un fait que la presque totalité des outils électroportatifs dans le monde destinés au grand public est fabriquée dans des usines localisées en Chine. C'est vrai pour Bosch, grand public, pour Ryobi, pour Erbauer, mais les autres n'ont pas été fondés en 1810 dans un moulin au bord du Gland. Les autres n'ont pas eu un lion dessiné pour une scie. Les autres n'ont pas 176 ans de métallurgie française dans leur nom. Une perceuse Peugeot Energy Drill se vend entre 190 et 290 € en grande surface de bricolage. Elle sort de la même usine chinoise que ses concurrentes. Mais elle porte le lion. Et le lion, dans le prix, c'est la mémoire transformée en marge commerciale. C'est le grand-père qui disait « Achète du Peugeot, ça tient ». C'est la médaille d'or de 1812. C'est le brevet de laminage de 1818. Sauf que la médaille récompensait un acier laminé dans le Doubs et que la perceuse sort d'une chaîne de Guangdong. Sur les forums spécialisés, les avis des bricoleurs sont contrastés. Certains défendent la marque pour l'amateur occasionnel. Cote 42. D'autres sont plus sévères. Machine lourde, batterie volumineuse qui ne tient rien du tout avec la scie circulaire. Le test le plus lucide conclut que Peugeot Outillage offre une gamme destinée aux particuliers qui débutent le bricolage et aux amateurs qui vont trouver dans cette marque une certaine assurance. Une certaine assurance, très loin de la promesse historique du lion Adam. Très loin des fers de rabot dont le tranchant tenait une vie entière. Très loin du Polyrex rouge qui faisait tourner un atelier entier avec un seul moteur et 6 têtes interchangeables. L'asymétrie avec le reste de la galaxie Peugeot non automobile est saisissante. Pour le moulin, la famille possède une entreprise industrielle française avec un label Patrimoine Vivant et 175 salariés. Pour les lunettes, elle a racheté Jules Beau, lunetier jurassien fondé en 1888. Pour les forêts professionnelles, elle a acquis Tivoli en 2022, leader français de l'outil de coupe, avec des usines en France. Pour le mobilier d'extérieur, La Fuma Mobilier. Pour la céramique, Bretagne Céramique Industrie. Partout des acquisitions industrielles françaises, avec des usines et des salariés et des machines. Mais pour l'outillage électroportatif et à main, le métier originel, le champ de tous les premiers brevets, le territoire des lames de scie et des fers de rabot qui ont donné au lion ses 3 vertus, la famille se contente d'une participation minoritaire de 13,5% dans une PME, Tourangelle, qui sous-traite en Chine. Chapitre 12. Le pays de Montbéliard. Après l'ouragan, l'envers de cette histoire de marque et de licence, c'est un territoire. Sochaux comptait 39 000 salariés en 1979. Il en compte moins de 9 000 aujourd'hui. L'effondrement est vertigineux. Depuis 1990, la Bourgogne-Franche-Comté a perdu près de 100 000 emplois industriels, environ 40% de ses effectifs. Entre 2013 et 2022, la zone d'emploi de Montbéliard a perdu au moins 20% de ses emplois industriels restants, l'une des plus fortes baisses de France de province.
L'ancien empire AOP Cycle Outillage est désormais éclaté entre des noms que les ouvriers de 1966 ne reconnaîtraient pas. Forestia, devenu Forvia, fabrique des équipements automobiles qui ne portent plus le lion. Aperam, héritier des laminoirs de Pont-de-Roide, produit de l'acier inoxydable, sans rapport avec les scies du XIXe siècle. Mahindra, le groupe indien, a racheté en 2019 Peugeot Motocycle à Mandeur et y emploie environ 300 personnes, des motos qui ne portent plus la marque Peugeot, assemblées sous un drapeau indien, dans une usine qui faisait autrefois partie de l'univers du lion. Les noms sur les portails ont changé. Les drapeaux ont changé. Les langues dans les conseils d'administration ont changé. Mais les emplois ne reviennent pas. Et les emplois qui restent ne ressemblent pas à ceux qui sont partis. Ils sont plus précaires, moins qualifiés, moins bien payés, moins ancrés dans un savoir-faire qui donne à un homme le sentiment de maîtriser quelque chose que personne d'autre ne sait faire. En 2020, quand PSA a annoncé le transfert de l'activité d'économie circulaire de Terre Blanche à Hérimoncourt, le berceau, le lieu-dit où tout avait commencé, vers Vesoul, un mouvement d'émotion collective a traversé les communes. Manifestations, lettres au ministre, indignation des élus. Signe que l'attachement émotionnel au berceau industriel demeure vivace, même quand le pouvoir industriel, lui, s'est depuis longtemps dilué. Les gens du pays n'ont pas oublié, ils n'ont pas pardonné non plus. Ils n'ont simplement plus rien à quoi s'accrocher. En janvier 2025, le maire de Valentigney, Philippe Gauthier, a écrit au ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, pour alerter sur la situation de F, 2J Japy, sous-traitant historique du bassin, les Japy. Les alliés des Peugeot depuis le XVIIIe siècle, ceux qui disaient que les ouvriers étaient de grands enfants. Eux aussi vacillent. Le paternalisme est mort depuis longtemps, mais les entreprises qu'il avait créées meurent les unes après les autres, et personne n'a pris la relève. Le musée de l'aventure Peugeot, installé en 1988 dans l'ancienne brasserie de Sochaux, puis triplé en surface. En juin 2000, 8000 m², 130 véhicules, 50 cycles et motocycles, 3000 objets dont les fameux moulins à café, les lames de scie, les postes de radio et l'outillage Peugeot, a accueilli plus d'1 600 000 visiteurs depuis sa création. Le centre d'archives de Terre Blanche, à Hérimoncourt, conserve sous l'égide du fonds de dotation Peugeot la mémoire industrielle de la maison. Mais la mémoire seule ne fait pas une économie. Et c'est bien la mémoire seule, transformée en argument marketing, que la famille Peugeot apporte aujourd'hui à Sigma, à Peugeot Outillage et à toute la chaîne contemporaine. Pierre Lamarre, l'historien, le dit en une phrase qui résume tout: la vallée du Gland est un endroit symbolique, car c'est là qu'a démarré l'industrialisation du pays de Montbéliard. L'endroit symbolique est devenu un symbole, c'est-à-dire un lieu où l'on commémore, mais où l'on ne fabrique plus. Chapitre 13. Ce qui reste, le moulin et le silence. Il y a deux manières de terminer cette histoire, et elles tiennent toutes les deux dans un seul objet. La première est un moulin à poivre. Il est en bois de hêtre tourné à Coingé dans le Doubs par l'un des 175 salariés de Peugeot Saveur. Le bois vient d'une forêt française située à moins de 100 km. Le mécanisme intérieur, la noix en acier trempé, est le descendant direct des premières lames de scie laminées à Soucratet en 1810. Quand on tourne le moulin, on entend un craquement bref, sec, précis, le bruit du poivre qui cède sous un acier qui ne cède pas. Ce bruit est le dernier son vivant de l'empire Peugeot non automobile. Il est aussi, par un hasard qui a la forme d'une justice poétique, le premier son de l'histoire, puisque c'est un moulin qui a tout commencé. La seconde est une perceuse. Elle est vendue chez Leroy Merlin sous la marque Peugeot, dans un emballage qui porte le lion. Elle a été conçue à Saint-Pierre-des-Corps, fabriquée en Chine, distribuée par le groupe Sigma. Sur le carton, il est écrit Peugeot. À l'intérieur, il n'y a rien de Peugeot. Pas d'acier laminé dans le Doubs. Pas de moteur assemblé à Valentigney. Pas de savoir-faire transmis d'un ouvrier à un autre dans la chaleur d'un atelier franc-comtois. Il y a un outil correct, fabriqué dans les mêmes conditions et dans les mêmes usines que des dizaines d'autres marques, et vendu un peu plus cher parce que le lion est dessus.
Entre le moulin et la perceuse, il y a toute la distance qui sépare ce que la famille Peugeot a su protéger de ce qu'elle a choisi d'abandonner. Le lion sur flèche a été dessiné en 1847 par Justin Blazer, orfèvre de Montbéliard, pour symboliser la résistance des dents, la souplesse de la lame et la rapidité de coupe d'une scie. Aujourd'hui, le lion est sur une perceuse chinoise. Il n'a plus de dents, il n'a plus de lame, il n'a plus de coupe, il a une licence. Et quelque part à Coingey, dans un atelier qui sent le bois de hêtre et l'acier chaud, un tourneur tourne un moulin à poivre. Il ne le sait peut-être pas, mais il est le dernier héritier d'un geste qui a commencé au moulin de Soucraté il y a plus de 2 siècles, quand 2 frères ont décidé de transformer le moulin de leur père en fonderie d'acier. Le moulin est l'alpha et l'oméga. C'est par un moulin que tout a commencé. C'est par un moulin que tout survit. Et l'ironie ultime est celle-ci. L'automobile, pour laquelle la famille a sacrifié l'outillage en 1986, cette automobile qui devait être le seul avenir, ce lion qui ne devait plus rugir que sur des calandres. Cette automobile, en janvier 2021, a été fondue dans l'ensemble Stellantis, né de la fusion de PSA avec Fiat Chrysler. La famille Peugeot ne détient plus que 7,2% du nouvel ensemble. Le lion rugit encore sur les voitures. Mais il ne rugit plus seul. Il partage la scène avec Fiat, avec Chrysler, avec Opel, avec Jeep. Le recentrage automobile a produit exactement ce que le recentrage automobile devait éviter. La dilution. Le moulin, lui, est toujours à Coingey. Toujours français. Toujours Peugeot. Toujours debout. Le reste est au silence.